Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous faisons la revue de presse du 17 novembre 2023. Rapidement, je vous donne un maximum d'infos, on a un minimum de temps. Vous voyez, on a pas mal de titres à survoler. On va regarder dans différentes plateformes, différentes revues, différents journaux un petit peu ce qui se passe. Et je vais vous faire des commentaires sur quelques articles. Je vous fais des résumés, des petites analyses sur quelques articles. Il y en a beaucoup donc on peut pas tous les voir. Mais si vous me suivez en général, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, entre la vidéo et puis Twitch. On se retrouve aussi sur Twitch plus tard si vous le désirez. On a un BTC qui est passé en dessous des 37 000 et l'ETH qui est repassé en dessous des 2000 $. Mais écoutez, bon, ça va peut-être s'arranger, c'est normal. On est sur des actifs risqués, ça monte, ça baisse, il y a une grande volatilité, donc c'est toujours un petit peu comme ça. On regarde sur The Blog les dernières news qu'on a. Binance, on parle de Binance, le responsable de la lutte contre le terrorisme de Binance a quitté la bourse après 2 ans à ce poste. Bon, bah écoutez, il va pas revenir, il est parti. Il y en aura d'autres, mais on s'inquiète toujours pour Binance, évidemment. Dès qu'il y a une news, on s'inquiète toujours, on cherche le pourquoi du comment, parce que il souffre avec la régulation. Ça, il aurait dû s'en occuper peut-être un peu plus tôt. Et on le compare surtout à FTX, quoi. Donc beaucoup de gens, FTX, Binance, ça va être la même chose. Bon, on n'est pas dans la même situation, sincèrement. Bon, on n'est pas là pour parler de Binance, mais en tout cas, on s'intéresse évidemment à tout ce qui se passe dessus. Et Coinbase renforce son produit commercial avec le protocole de paiement on-chain sur Ethereum, Polygon et Base. On fait d'autres vidéos où on parle du Web3, mes amis. Et Bitcoin pourrait connaître un afflux de capitaux important. Et oui, l'année prochaine, alors que les investisseurs anticipent un pivot de la Fed. Et oui, l'année prochaine, mais déjà maintenant, ça arrive. Puis après, on aura tous les petits poissons, vous savez, parce que plus ça fait FOMO, plus ça monte. Après, on va rentrer beaucoup de gens. C'est au moment où quand beaucoup de gens rentrent, les investisseurs, eux, retirent leur argent pour faire des profits, évidemment. Les procureurs font appel dans une affaire de fraude présumée. Des fraudes, on en a des tonnes. Bon, j'évite de maintenant les développer tout le temps parce que ça fatigue au bout d'un temps, mais on survole les titres, ça suffit, on sait que ça existe. Et on voit au bout d'un temps comment suivant les fraudes, on voit comment les entreprises vont réagir ensemble. Ça, c'est très important en revanche. Et donc, voilà, le commissaire de la Fed, alors on a la SEC sur le dos, évidemment. On a la Fed, on a la SEC et on a aussi la CFTC. Et le commissaire de la CFTC, Johnson, déclare que les règles sont nécessaires pour protéger les actifs des clients cryptographiques. Bon, ça c'est un truc qu'on dit tous les jours, mes amis. Tous les jours, et encore tous les jours. Et demain, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vous redirai la même chose encore, parce qu'il y a toujours un article qui nous pond un truc comme ça. Allez, l'autorité monétaire de Singapour va lancer un projet pilote de CBDC de gros en direct. Voilà. On va aller sur Reuters. Sur Reuters, pareil, il y a beaucoup de news. Tout à l'heure, on va éplucher en 2 secondes, on va éplucher le marché asiatique. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Sur Bloomberg aussi, pareil, d'autres news. Donc, on va éplucher ça aussi après. On va parler de Dubaï, on va parler de Singapour encore, et on va parler de Bitcoin aussi. Une petite news juste après ça. Cryptost, il nous donne aussi beaucoup d'articles, évidemment. Tous les journaux nous donnent à peu près les mêmes. Alors nous, ce qu'on va chercher, moi, je lis tout ce qui peut se passer à droite, à gauche. Quand je connais déjà un article, évidemment, je ne vais pas relire le même autre part, quoique je vais chercher s'il est peut-être pas un peu mieux, plus détaillé, etc. Mais sinon, on essaye de chercher des news un petit peu nouvelles. BlackRock a déposé sa demande de TF Ethereum Spot auprès de la SEC. Oui, ça y est, c'est fait, on en a parlé. Il y a une fausse news, il y a une news après on ne sait pas, maintenant il y a une news, ça y est, c'est fait, mais de toute façon tout ça c'est reporté un peu dans quelques temps, donc il n'y a pas de news en réalité. Il n'y a pas encore les ETF qui sont acceptés. On espère que ce sera accepté très bientôt, mais ça va venir. Journal du Coin, il nous dit quoi? Que Binance s'installe en Thaïlande, je vous l'ai dit hier, ça, évidemment. Bitcoin et Dogecoin envoyés vers la Lune pour Noël, oui, pourquoi pas, on sait jamais. Solana, il profite bien, parce qu'il y a eu des news de notre ami... je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ça va me revenir tout de suite. Voilà. Donc, allez, on avance un peu. Vous allez voir que vous allez avoir des super news juste après. L'Europe renforce sa surveillance crypto pour contrer le financement du Hamas. Oui, ça on en a déjà parlé. Ils sont tous après la crypto. Pourquoi toujours
pour la même raison, simplement parce que ça sert à financer les terroristes, etc., etc. Mais le monde traditionnel aussi finance les terroristes. Vous inquiétez pas, on va aussi parler d'une chose importante, les stablecoins, un facteur de risque pour Bitcoin selon BlackRock. Je vous ai fait un petit truc là-dessus, un petit résumé là-dessus, donc on en parle juste après sur Cointelegraph, rien de nouveau que je n'ai pas vu déjà. Donc voilà, la Coindesk, le prospectus du BlackRock était déposé auprès de la SEC, comme on vient de voir juste avant, donc on verra après ce qui peut se passer. Là, une tonne de news qui arrive à longueur de temps, mais encore une fois, voilà, rien de nouveau que de l'ancien. Allez, notre BTC, on répète, 36 268, c'est pas mal. Donc le marché, en règle générale, en 1 heure de temps, il est quand même rouge. On va regarder en 4 heures de temps, il est très rouge. Dans la journée, rouge-vert, vous voyez, rouge-vert, donc il était plutôt, avant ça, il était plutôt vert, si on le regarde en une semaine, mitigé un petit peu, parce que maintenant ça rechange, mais en 1 heure, on est plutôt rouge, donc plutôt en train de redescendre. Il y en a qui performent, alors il casse pas toujours, le casse pas, on en parle depuis pas mal de temps, qui est dans la tendance, casse pas, Bitcoin, Solana, Avalanche, Celestia, Bonk, voilà, et puis il y en a qui ont perdu un peu, qui gagnaient il y a quelques jours, qui reperdent juste après, le Solana qui reperd, le gaz qui perd. Je vous en ai parlé hier sur une autre vidéo où on parle de des altcoins, donc allez suivre ça en même temps, comme ça on voit sur les graphiques un petit peu ce qui se passe. C'est important les graphiques, les graphiques ça vous donne tout le chemin, vous voyez. Ici on a eu une zone où on a eu plein de misère, 2022 déjà, misère c'est 2022, boum, allez à la poubelle. Ukraine, UST, Celsius, FTX, on a eu la totale, puis d'autres encore plein de petits, des banques, des machins, tout ça, et puis sur cette zone-là, vous voyez, on a travaillé sur une zone à peu près à plat, pour après on a progressé, on a retravaillé sur une zone, et là on a reprogressé, maintenant on va retravailler sur une autre zone. Le grand X, c'est ce qu'il y a juste au-dessus là, ça va être dur à passer ça va être dur à passer, je vous l'explique sur d'autres vidéos, mais ça va être dur à passer. Mais en attendant, je réponds juste à des gens qui me demandent « Mais on est en bull run, pas en bull run, machin ?» Écoutez, pour celui qui a acheté juste au moment de FTX, au moment où c'est bien tombé dans les 16 000, je disais à tout le monde « Attention, c'est des zones de rachat extraordinaire. » Eh bien, ceux qui ont racheté là, évidemment, que vous êtes en bull run, mes amis, vous êtes en train de monter, vous avez fait du 120, 130%, de quoi on peut se plaindre. Maintenant, celui qui a acheté effectivement ici, qui a acheté sur les 40 000, 47 000, il est toujours en train de perdre un peu d'argent. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on voit la situation, parce que il y a ce qu'on dit en général pour tout le monde, mais la défaite pour l'un, ça peut être une victoire pour l'autre. Il faut bien le comprendre, ça. Donc, on se retrouve sur Twitch où on parle de vos cryptos, venez avec vos cryptos et on en définit un petit peu le travail, et venez avec vos endroits où vous avez acheté, et on voit un peu, pour chaque personne, c'est vraiment totalement différent. Et en tout cas, pour l'instant, on est quand même dans une période où on est en train de remonter. On ne peut pas dire le contraire, même si entre-temps, on veut retracer. Imaginez ici, regardez sur ce dessin-là, ici, même si vous redescendez jusqu'à 25 000, vous êtes toujours en train de monter quand même, toujours en train de monter. Maintenant, si vous venez juste d'acheter à 32 000, que vous redescendez à 25 000, vous faites la tête, c'est normal, c'est comme ça, ce sont des actifs risqués, il faut accepter tout ça. Les calendriers économiques, toujours des news à longueur de temps, il y en a beaucoup, donc nous, ce qu'on va prendre, c'est principal, on va regarder la plus haute importance, et on va regarder les États-Unis, suivre ça, c'est pour les traders, ceux qui sont pas traders, vous en foutez, mais ce qui est important, c'est d'avoir des news du monde, de savoir comment se comporte notre monde, s'il est bien, s'il est mauvais, s'il se comporte bien, s'il va souffrir, si on va rien faire pendant X temps parce que ça va être la misère. C'est tout ça qu'il faut réussir à anticiper un petit peu. Le marché traditionnel, pareil, du rouge, du vert, il y a des choses qui se comportent mieux que d'autres. Nous, on suit ça à longueur de temps, évidemment. Le DXY, ici, en 3 jours, est plutôt en train de remonter quand même. Il est plutôt en train de remonter un petit peu le dollar. Si on regarde, le pétrole, lui, était plutôt en train de descendre, le gold, plutôt en train de remonter en bougie d'une journée. Après, si on regarde en heure, c'est autre chose. Et le BTC, lui, en train plutôt de stagner, là, si on regarde bien. Les graphiques, c'est très parlant. Les news, les fondamentaux, c'est bien. Les graphiques, c'est très parlant. Et les graphiques, ici, on avait hier une bougie qui redescendait, qui était en train de ravaler un petit peu tout ça, et là on en a une autre qui démarre, donc la journée démarre, donc on verra bien un petit peu après ce qui se passera. En revanche, les guerres sont toujours là, Hamas, Israël, et on a toujours Ukraine, Russie, donc on a une pensée pour tous ceux qui souffrent, et il y a d'autres guerres aussi dans le monde, malheureusement, et ce ne sont pas les seuls, et on a une pensée pour tous les gens qui souffrent, évidemment. Les actions asiatiques restent sur les gains hebdomadaires, alors que le rendement du pétrole chute, c'est ce que je vous disais. Je vais vous faire des petites analyses de
ces événements-là. Et là, j'essaye de sortir ceci, je n'y arrive pas. Excusez-moi, je suis en train de paniquer avec mon ordinateur, mais non, ça va s'arranger tout de suite parce que je prends des notes, il faut que je les retrouve mes notes après. Hein. Allez, les actions asiatiques, on fait une pause vendredi alors qu'une série de données économiques américaines plus faibles ont été une partie de l'élan de Wall Street, mais ont également fortement stimulé les applications tout en faisant chuter les prix du pétrole, une aubaine pour l'économie quelque part. Le Brent et le brut américain ont chuté de près de 5%, atteignant leur plus bas niveau en 4 mois, principalement en raison de préoccupations économiques et de l'impact des ventes techniques. Alors, la récente chute du prix du pétrole, qui pourrait être attribuée à des facteurs spéculatif et économique, est susceptible d'exercer une pression à la baisse pour l'inflation mondiale, renforçant ainsi les anticipations d'une politique monétaire plus souple pour l'année prochaine. Cette évolution s'inscrit dans un contexte désinflationniste amplifié par des annonces de Walmart indiquant une maîtrise des coûts et des réductions de prix prévues pour la période des fêtes. Cependant, cette perspective de compression des marges a provoqué une chute de 8% des actions de Walmart, impactant négativement le S&P 500. Mais pour l'instant encore, ça va. On l'a vu il y a 2 secondes, là, je ne sais plus où il est, celui-ci. Mais donc, voilà, le S&P 500, hein, je vais vous dire que les graphiques, c'est hyper important. Voilà, vous voyez, on est là, bon, ça l'impacte un petit peu, mais c'est pas non plus dramatique, hein, vous voyez. Donc on verra comment ça va se comporter aujourd'hui. Mais on n'est plus en train de remonter comme ça, on est plutôt en train de stagner, hein, sur les marchés obligataires. Donc voilà, en parallèle, les marchés asiatiques bénéficient d'un soutien grâce à la détente des tensions. Entre les États-Unis et la Chine, avec la presse chinoise saluant la rencontre récente entre le président Xi Jinping et Joe Biden. Le Nikkei japonais, lui, a enregistré une légère hausse, aidée par la politique ultra accommodante de la Banque du Japon. Malgré cela, le blue chip chinois ont légèrement chuté, les grosses entreprises, ne participant pas pleinement au rallye de cette semaine. Et donc, voilà, ça se porte pas trop bien, hein. Bon... Enfin, la baisse des rendements obligatoires a favorisé l'or qui a vu son prix augmenter, atteignant jusqu'à 1982 $ l'once, illustrant le rôle de l'or comme valeur refuge dans un contexte de politique monétaire incertain et désinflationniste. Et notre cher or, regardez un petit peu, on l'a ici, voilà, et lui il se comporte pas trop mal. Quoique, là on est en heure, voilà, il se comporte pas trop mal, hein, toujours en train de remonter actuellement, donc voilà, c'est des choses qu'on doit surveiller évidemment à longueur de temps, c'est ce qu'on fait, là je sais plus ce que j'ai là-dessus, je vais vous le dire tout de suite, Herbol c'est le CAC 40, tout ça, bon allez, on s'en fout de ça, on va se suivre une autre annonce, Singapour, alors on parle de stablecoin, hein, mes amis, Singapour monte en puissance dans le secteur des stablecoins, un marché estimé à 127 milliards de dollars en accordant des licences de principe à Paxos Digital Singapour, hein, évidemment. Ce mouvement survenant en parallèle d'un festival FinTech marque une intensification de la concurrence entre les centres financiers asiatiques, notamment le Japon et Hong Kong, pour attirer ces entreprises. Et oui, ils font tous les efforts possibles, hein, pour être les premiers. Les règles de Singapour pour les stablecoins couvriront des aspects tels que les avoirs de réserve, le rachat et la divulgation. En contraste, les États-Unis font face à une répression réglementaire plus stricte et une lenteur dans l'adoption de législation relative à la crypto. Et on en parle à longueur de temps. Et effectivement, le monde avance, les États-Unis reculent peut-être un peu, je ne sais pas. Le mouvement de Singapour pour attirer les entreprises de stablecoin est une étape stratégique pour renforcer sa position comme un centre financier innovant en Asie. Les licences accordées à Paxos Digital Singapour et TradeX montrent l'engagement de la cité-État envers un environnement réglementaire clair et favorable pour les crypto-monnaies, en particulier les stablecoins, qui sont cruciaux dans le marché de la crypto pour
les transactions et le prêt. On reparle de stablecoin après à la fin, parce que BlackRock nous a démonté un peu les stablecoins et je peux le comprendre, attention, je vous dirai ce que je pense avec ça, on en reparle à la fin des vidéos. Cette dynamique à Singapour et dans d'autres centres financiers asiatiques comme le Japon et Hong Kong contraste avec la situation aux États-Unis, on est bien d'accord. La lenteur des progrès législatifs et la répression des régulateurs américains reflètent une approche plus prudente et peut-être plus réactive, en particulier après des événements tels que l'effondrement des FTX. Ça y est, on revient toujours là-dessus, évidemment, tout le monde en reparle à longueur de temps, et BlackRock en reparle aussi, lui, à longueur de temps. Allez, on avance un petit peu, sinon je prends trop de temps. Dubaï. Alors, Ensor Orser, actuel chef de la Virtual Asset Regulatory Authority, la VARA de Dubaï, quittera ses fonctions après moins d'un an. En poste, il sera remplacé par Matthew White, associé chez PwC et ancien consultant pour VARA. Ce changement de direction intervient alors que VARA s'apprête à imposer de lourdes amendes à plus d'une douzaine d'entreprises de cryptographie pour non-conformité avant la date limite du 17 novembre. Les échanges cryptographiques majeurs comme Binance, Bybit et OKX qui possèdent des licences partielles ne sont pas concernés par ces amendes. Sous la direction d'Orsay, VARA a adopté un nouveau régime réglementaire pour la cryptographie à Dubaï suite à l'effondrement de FTX l'année dernière. Vous voyez toujours FTX, mais Dubaï, ils ont un autre problème, parce que Dubaï accepte toutes les marketing de réseau qui arrivent du monde entier, plein d'entreprises. Pendant un temps, je travaillais beaucoup là-dessus et j'ai fait partie d'un marketing de réseau comme ça, donc j'ai pu approfondir, creuser tout ça. Et Dubaï, il y en a des tonnes et qui font énormément mal à la crypto-monnaie, au bitcoin et à la crypto-monnaie exactement. Et je pense que là-bas, leur première action, ce serait déjà d'essayer de virer toutes ces entreprises qui ne tiennent pas la route. Après, de réglementer comme ils le désirent, il n'y a pas de problème. Mais le fait que des plateformes majeures telles que Binance, Bybit et OKX ne soient pas actuellement menacées de sanctions suggère une approche différente de la VARA, accordant potentiellement plus de temps aux grandes entreprises pour se conformer pleinement aux exigences réglementaires. Cette approche peut être perçue comme un équilibre entre la mise en œuvre de réglementations strictes et la promotion d'un environnement favorable pour les grands acteurs du secteur. Oui, ils essaient quand même, ils veulent garder les grosses sociétés. Et je pense que ce qu'ils ne veulent plus, c'est comme je viens un peu de vous dire, c'est toutes les petites entreprises qui ne tiennent pas la route, qui sont aussi un petit peu des escrocs, etc. La Chine a eu le même problème à une époque, et nous, maintenant, on a aussi ce problème, avec beaucoup d'escroqueries, beaucoup de trucs qui ne tiennent pas la route, et ça pose évidemment souci. Et quand on parle de FTX, parce que là, je sens qu'on reparlera de FTX encore X temps, eh bien, pas réglementé, détruant, des gens pas contrôlés ni quoi que ce soit. Résultat des courses, ça s'effondre. Heureusement, on s'en est remis, le BTC s'en est remis, notre marché s'en est remis aussi, mais ça nous fait un mal terrible qu'on traîne pendant je ne sais combien de temps. En gros, je veux dire que les mauvaises entreprises, les mauvais acteurs de notre écosystème nous bouffent la vie, mes amis. C'est voilà ce que je veux dire, en gros. C'est marrant que je parle pendant une heure pour dire un truc qui peut se résumer en 3 mots quand même. C'est quand même quelque chose. Vivek Ramaswamy propose un plan audacieux de déréglementation très important, parce qu'on parle toujours de réglementation. Pour une fois, on parle de déréglementation cryptographique et de réduction de la SEC. Alors, ça c'est un peu c'est marrant. Vivek Ramaswamy, candidat à la présidence, propose un plan radical de déréglementation du secteur des crypto-monnaies. Alors lui, il va avoir tout le monde avec lui, quoique il faut quand même réfléchir, incluant la réduction drastique des effectifs de la sécurité en échange commission. Alors lui, il va virer la SEC, carrément, enfin plus personne dedans, il va juste laisser un mec, et bon, j'exagère un peu, on est d'accord, et de la comité future traditionnelle comité, la CFTC. Bon, sa proposition, unique parmi les candidats républicains, envisage une diminution de 75% du personnel fédéral, y compris à la SEC, et une politique de non-interventionniste dans l'industrie de la cryptographie. Alors ça, c'est champion du monde. Ramaswamy s'oppose également à la monnaie numérique de la Banque centrale et cherche à protéger les développeurs de codes cryptographiques sous le premier amendement. Putain, c'est un cyberpunk ce mec-là ou quoi ? C'est quoi l'histoire ? Le plan de Ramaswamy pour le secteur des crypto-monnaies est notablement distinct de celui de ses concurrents politiques et représente un virage significatif par rapport aux tendances actuelles en matière de réglementation financière. Sa proposition de réduire considérablement les capacités de la SEC et de la CFTC intervient
intervient dans un contexte où la plupart des législateurs, tant républicains que démocrates, appellent à un renforcement de la réglementation du secteur, particulièrement après l'effondrement de FTX et la condamnation pour fraude de son fondateur. Ce plan s'inscrit dans une approche globale libertaire visant à minimiser l'ingérence gouvernementale de les secteurs de la cryptographie. Putain, je sais pas, ça va être un dieu dans la cryptographie, lui, tout le monde va l'adorer. Il souligne un clivage important au sein du Parti républicain concernant la réglementation de nouvelles technologies financières. La position de Ramaswamy, pourrait gagner du soutien parmi les électeurs favorables à la déréglementation et à l'innovation dans le domaine des actifs numériques, ça on est d'accord, mais elle risque aussi de susciter des inquiétudes quant à la sécurité des investisseurs et à la stabilité des marchés financiers. Là, je suis entièrement d'accord, hein. Le mec, moi je vais vous dire quelque chose, il a aucune chance. Aucune chance, on en reparle plus tard. L'opposition de Ramaswamy à la monnaie numérique développée par la Banque centrale et sa volonté de protéger les développeurs de blockchain sous le premier amendement souligne son engagement envers la liberté d'expression et l'innovation technologique. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui, hein, parce qu'il y a une différence aussi entre parler comme ça quand on n'est pas un homme politique ou quand on est un homme politique. Mais bon, c'est bien, il a raison. Cependant, ces positions pourraient être perçues comme controversées dans un contexte où la nécessité de réglementer et de surveiller le secteur des crypto-monnaies devient de plus en plus évident pour assurer la protection des consommateurs et la prévention de la fraude. Évidemment, il y a trop de problèmes actuellement pour qu'on parle comme ça. Il est trop en avance à la limite. Il faut régler tous les problèmes et après dire voilà, on laisse une certaine liberté. Mais comment vous voulez laisser une certaine liberté dans un secteur où quand même actuellement il y a quand même gros problèmes, quoi, hein. Donc allez, à suivre, c'est hyper intéressant en tout cas, donc à suivre tout ça. Et petite alerte sur c'est alors CoinCube qui nous dit ça. Le téléphone Solana Saga a découvert une vulnérabilité de sécurité mettant 2100 appareils en danger. Donc écoutez, si vous êtes concerné, hein, si vous avez un appareil tout, eh bien vous allez lire ça, hein, je ne veux pas rester dessus, hein. Alors, bien que le téléphone soit en test bêta, hein, Solana Labs reste optimiste quant à son potentiel auprès des premiers utilisateurs et développeurs. Mais bon, la résolution réussie de ces problèmes et l'amélioration de l'expérience utilisateur sont déterminantes pour l'avenir du téléphone Solana Saga et pour l'adoption généralisée du Web3. On a bien compris, hein. Donc, allez, un article à lire si vous êtes concerné, ou même si vous n'êtes pas concerné, hein, ça vaut la peine d'aller sur le site et de lire ça, évidemment. Et vous ferez un petit coucou aux gens qui nous écrivent les articles, parce que c'est un gros travail à faire, je le sais, et donc allez leur faire un petit coucou. Les stablecoins, un facteur de risque pour Bitcoin, mes amis, selon BlackRock. Eh oui, il se rend compte. Alors maintenant, c'est pareil, encore une fois, attention, hein. Bon, il y a eu FTX, c'est autre chose, c'est pas un stablecoin, mais on a eu l'UST, Terra USD. Hein, l'UST, et cet UST qui s'est effondré totalement, qui est un algorithme qui a disparu, qui a fait disparaître l'argent de tout le monde, quoi. C'est surtout ça, hein, l'histoire. Ça, c'était le stablecoin magicien, quoi. Hein. Vous mettez votre argent d'un seul coup, boum, vous l'avez plus. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc c'est difficile à dire autrement. Et là, je vois pas trop pourquoi, en revanche, d'un seul coup, BlackRock est en train de pas de délirer, parce que ce qu'il dit, il a raison. Mais je vois pas le problème avec son ETF, quoi. Alors évidemment, d'un seul coup, peut-être qu'il est en train de se protéger, peut-être que d'un seul coup, il se dit, ouais, bon, les ETF, ça va être bien, parce qu'on va gagner des sous avec, ils vont gagner beaucoup d'argent avec ça, c'est sûr. Mais il se dit quand même, il y a quand même un risque, hein, il y a quand même un risque. Donc on dirait que d'un seul coup, il en parle de manière à dire, faites attention quand même, hein, venez, mais prenez vos risques, hein, parce que si ça s'écroule ou si demain ça ne marche pas bien, ce sera peut-être pas de notre faute. Alors que si tu fais un ETF, mon petit gars, évidemment, c'est à toi de bien encadrer tout ça, et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est pas une nouveauté, c'est pas une création, c'est pas une innovation, donc ils savent le faire, ils savent comment faire, et c'est assez étonnant un peu. Alors je sais pas où ils ont été vraiment chercher tout ça, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, mais voilà, donc il prévient un peu tout le monde que le Bitcoin est dangereux, en gros, hein. En parlant de stablecoin, en vous disant attention,
attention, les stablecoins, mais stablecoin, c'est relié aussi à Bitcoin quand vous voulez changer, mais vous pouvez aussi changer votre Bitcoin avec de l'USD ou autre chose. Mais nous, on sait bien qu'on laisse tout dans l'écosystème, donc les stablecoins, ça nous sert énormément, puisque votre Bitcoin, votre Ethereum ou autre chose, eh bien, vous le changez en stablecoin à un moment donné, quand vous voulez, évidemment, pour après le rechanger autre part. Et là, ils sont en train de nous dire qu'on a un gros problème. Bon, le problème, nous, on le connaît déjà, on le connaît même très très bien. Le problème, c'est peut-être les marchés traditionnels. Allez, je déconne là. Je déconne, mais bon, c'est intéressant de lire tout ça, donc je vous laisse aller creuser ça, mes amis. En gros, cela soulève des questions importantes pour les investisseurs concernant le risque et la volatilité associée non seulement au Bitcoin lui-même, mais aussi à l'écosystème des crypto-monnaies plus large, en particulier en ce qui concerne les stablecoins. Donc, c'est assez étonnant qu'ils viennent sur ce terrain-là, parce que quand on va sur un terrain, on a l'impression que le mec, il découvre ce terrain-là, alors qu'il ne découvre pas, ils connaissent bien. Donc, voilà, ils se protègent peut-être, ils se protègent un peu. Voilà, mes amis, à plus tard. En tout cas, on se retrouve sur d'autres vidéos et notre BTC 36234. Pensez à vous abonner à ma chaîne et attention à vous, et je vous fais plusieurs vidéos dans la journée. Bye bye, ciao.